Imaginez un vol où votre passé, celui que vous pensiez avoir laissé au sol, est assis juste à côté de vous. Et où, soudain, vous êtes le seul à pouvoir vous poser. L'aéroport bourdonnait déjà de ce mélange étrange d'excitation et de frustration, typique des voyageurs. Des familles jonglaient avec des poussettes et des souvenirs. Des aventuriers solitaires agrippaient leurs cartes d'embarquement comme des bouées de sauvetage. Et des hommes d'affaires, les yeux rivés sur leurs écrans, scannant leurs emails et le tableau des départs. Moi, j'essayais juste de rejoindre Moïse sans embûche. Un siège tranquille près du hublot, un casque à réduction de bruit prêt à étouffer le monde et un podcast en réserve pour détourner mon esprit de ces souvenirs qui me collaient à la peau, telle une ombre tenace. J'avais même esquissé un sourire à l'hôtesse en montant à bord, chose que je n'avais pas faite depuis longtemps, espérant peut-être, juste peut-être, que ce vol serait le vol paisible dont j'avais besoin pour me vider la tête. Je me suis installé à mon siège, le 22A, en glissant mon petit sac à dos sous le siège devant moi. J'ai ajusté mon casque et sélectionné le dernier épisode de ce podcast sur l'histoire que j'aimais tant. Un truc sur des cités perdues et des trahisons antiques, étrangement réconfortant. Le ronronnement des moteurs de l'avion formait un bruit blanc apaisant. J'étais prêt à accueillir le murmure des passagers comme un brouhaha lointain, insignifiant. J'ai pris une grande inspiration, laissant mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis des jours, je ressentais quelque chose qui ressemblait à du calme. Un calme de courte durée. Un grand boom a fracassé cette fragile tranquillité, quand quelqu'un s'est affalé, non, s'est écrasé, sur le siège à côté de moi, projetant mon coude dans mes côtes. J'ai retiré mon casque et me suis tourné pour articuler un « excusez-moi » poli, qui est ressorti davantage comme un grognement. Et là, sa voix m'a frappé comme un uppercut, douce mais perçante, imprégnée de cette intonation si particulière que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Tiens, revoilà le cancre. Ce surnom a rampé dans l'air entre nous comme une lame froide. J'ai tourné la tête et là, devant moi, il y avait Aurélie, mon ex-femme. Toujours cette coiffure impeccable, avec des mèches blondes qui avaient dû coûter plus cher que mon billet d'avion. Toujours ces boucles d'oreilles en diamant, plus grosses que celles que je l'avais aidée à choisir à l'époque où on jouait à la famille dans un appartement miteux. Et toujours ce rictus qu'elle arborait quand elle m'avait quitté pour des pâturages plus verts, des comptes en banque plus garnis. Son parfum m'a assailli ensuite, un effluve de créateur qui sentait l'argent, le genre de vie qu'elle avait toujours convoité et que je n'aurais jamais pu lui offrir. J'ai essayé de ne pas respirer trop fort. C'était une odeur qui, autrefois, évoquait des nuits enlacées et des promesses murmurées. Maintenant, ça n'évoquait plus qu'un rappel de tout ce que j'avais perdu. J'ai tenté d'esquisser un sourire, mais ça ressemblait plus à une grimace. Aurélie. J'ai prononcé son nom comme si je l'essayais. Malheureusement, il me correspondait toujours. Elle s'est adossée à son siège, son expression oscillant entre la joie et l'incrédulité. « Figure-toi que je te trouve ici », a-t-elle lancé, sa voix dégoulinant d'une fausse surprise. « En classe économique, toujours au top de tes rêves, à ce que je vois ?» Ses yeux ont balayé mon casque, l'épisode de podcast en pause sur l'écran. Un siège côté fenêtre, en plus. Trop mignon. J'ai détourné le regard, me concentrant sur les nuages au-delà de la vitre. Le tarmac rétrécissait lentement, tandis que l'avion se préparait à rouler. J'ai pensé à l'ignorer, à faire comme si elle n'était qu'une passagère comme les autres. Mais j'avais appris à mes dépens qu'ignorer Aurélie ne marchait jamais. Elle s'épanouissait dans les réactions, se nourrissait d'elles. Finalement, il y a des choses qui ne changent pas, a-t-elle dit, son ton devenant soudainement tranchant comme l'acier. Elle s'est penchée, sa voix s'abaissant. Alors, Jean, tu continues à faire semblant d'être quelqu'un, ou t'es juste un autre loser avec un siège côté fenêtre et des grands rêves qui ne se sont jamais envolés. J'ai serré la mâchoire, me forçant à garder le regard fixé sur l'horizon. Je m'étais promis de ne pas la laisser m'atteindre. Mais elle avait toujours eu le don de trouver les points sensibles et d'appuyer là où ça faisait mal. Content de te voir aussi, Aurélie, ai-je murmuré, d'un ton monocorde, mais égal. Elle a ri, un rire court et mordant qui a fait jeter un coup d'œil curieux à la dame d'un certain âge assise de l'autre côté du couloir. Ah, Jean, a-t-elle dit, se laissant aller contre son siège avec un soupir satisfait. Tu as toujours été si prévisible. Tu pensais m'impressionner avec ton charme et ta licence à moitié finie. Regarde-toi maintenant. Toujours les mêmes fringues bon marché, toujours le même regard hanté. J'ai remué sur mon siège, réprimant l'envie de répondre. J'avais laissé ce combat derrière moi il y a des années. Elle ne méritait pas l'énergie qu'il faudrait pour argumenter, mais mon silence ne semblait que l'amuser davantage. Tu sais, mon mari ne voyagerait jamais en classe économique, a-t-elle continué, effleurant ses ongles parfaitement manucurés comme si elle se débarrassait de moi en même temps que d'une poussière imaginaire. J'ai privé,
Uniquement. On vient de rentrer de Capri. Tu connais? En Italie, sur la côte amalfitaine. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est probablement pas ton truc. Elle a souri, toute dents dehors, mais bon. Au moins, t'as le siège côté fenêtre. Fais de beaux rêves, Jean. Ces mots déferlaient sur moi, lourds et envahissants. J'avais envie de lui raconter le boulot que je venais de décrocher à Moï, le petit restaurant dans lequel j'avais investi avec mon ami Benoît, le calme que j'avais enfin trouvé dans une vie où elle n'était plus présente. Mais je savais qu'il valait mieux éviter. Aurélie ne voulait pas entendre parler de mes succès. Elle voulait me voir petit, et je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Alors, j'ai fait ce que j'avais appris à faire quand la vie me jetait des pots de banane. J'ai remis mon casque, j'ai appuyé ma tête contre le hublot, et j'ai laissé ses paroles se dissoudre dans le ronronnement des moteurs. Dehors, le ciel était une douce toile de nuages et de lumière déclinante. Je me suis concentré sur cela, laissant la possibilité d'un nouveau chapitre, un chapitre sans elle, apaiser la tension dans ma poitrine. Elle m'a donné un coup de coude, suffisamment fort pour me sortir de ma rêverie. Alors, le cancre, a-t-elle dit, un sourire narquois étirant ses lèvres. Profite bien de ton petit podcast. Moi, je serai en première classe, là où les gens comme moi ont leur place. Elle s'est levée avec une moue, balançant sa chevelure comme une bannière de triomphe, et a disparu dans l'allée à la recherche de son luxe. Je l'ai regardée s'éloigner, son parfum s'estompant comme un mauvais souvenir. Le siège à côté de moi semblait plus léger, l'air moins étouffant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé échapper un souffle lent et je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de son approbation. Le hublot encadrait un ciel immense, des possibilités infinies s'étendant au-delà de l'horizon. J'ai souri intérieurement. Qu'elle profite de sa vie en première classe. J'avais mon propre vol à prendre, et cette fois, je volerais en solo. L'avion avait à peine atteint son altitude de croisière qu'Aurélie a lancé son deuxième acte. Déterminée à me faire sentir chaque centimètre de la distance entre nos vies, elle a disparu un moment en première classe, probablement pour commander du champagne et repérer le millionnaire ou l'influenceur qu'elle impressionnerait ensuite. Mais la voilà de retour, équilibrant son sac de créateur sur l'accoudoir comme un trophée, les lèvres pincées dans un sourire narquois presque affectueux dans sa cruauté. « Alors, Jean » a-t-elle dit, traînant mon nom comme un secret qu'elle mourait d'envie de partager, toujours en classe éco. Elle n'a pas attendu de réponse. Son regard a parcouru mon jean et mon t-shirt simple comme s'il s'agissait de preuves dans un procès qu'elle avait déjà gagné. J'ai pris une lente inspiration, me rappelant les palmiers qui m'attendaient à Moï, l'air de l'océan qui se fichait de ses marques de luxe ou de son mari milliardaire. J'ai essayé d'imaginer le sable entre mes orteils, le soleil sur mon visage, tout sauf la façon dont sa voix me faisait me sentir comme si j'avais 16 ans, planté devant la villa de ses parents, me demandant comment quelqu'un comme moi avait pu un jour trouver sa place dans son monde. Toujours en classe éco, ai-je répondu calmement, sans la regarder. Ça m'emmène là où je dois aller. Elle a ri, un son trop strident pour la petite cabine. Les têtes se sont tournées. Même l'homme d'affaires d'en face a levé les yeux de son ordinateur, ses yeux balayant la scène comme s'il regardait un épisode de télé-réalité. Aurélie s'est penchée, le parfum qui émanait d'elle m'enveloppant comme un filet auquel je ne pouvais pas tout à fait échapper. Bien sûr, a-t-elle dit, la voix dégoulinant de miel et d'acide en parts égales. Pendant ce temps, Michel, mon mari, insiste pour voyager en jet privé. Il dit « La vie est trop courte pour se contenter de moi ». Elle a fait une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme un couteau entre mes côtes. Tu imagines, Jean ? Ne jamais faire la queue, ne jamais partager d'accoudoir avec des inconnus. Juste toi, une coupe de Dom Pérignon et le ciel. Ses yeux pétillaient de triomphe, comme si elle venait de porter le coup de grâce. Je me suis tourné vers elle alors, mon regard ferme. J'avais envie de lui dire que j'avais déjà volé en solo, plus de fois qu'elle ne pourrait en compter. Que j'avais senti le manche dans mes mains, le souffle de l'air au moment où les roues quittaient le sol, que j'avais volé pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'argent et tout à voir avec la liberté. Mais elle ne comprendrait pas ça, alors je me suis contenté d'hocher la tête. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Ma voix était calme, refusant de lui donner la réaction qu'elle désirait tant. Son sourire narquois a vacillé une fraction de seconde. C'était si rapide que j'aurais pu l'imaginer. Elle s'est redressée sur son siège, les lèvres pincées comme si elle avait goûté quelque chose d'aigre. « Tu as toujours été si facile à satisfaire », a-t-elle dit finalement, d'un ton méprisant. « J'imagine que certains ne peuvent tout simplement pas viser plus haut. » Elle a sorti son téléphone, ses ongles parfaitement manucurés dansant sur l'écran, probablement pour envoyer un texto à Michel ou à une amie, à propos du loser qu'elle venait de croiser. J'ai détourné le regard, me concentrant sur les nuages au-delà de la fenêtre. Ils dérivaient, lents et paresseux, indifférents au drame qui se jouait dans la cabine exiguë.
L'avion ronronnait, bercé de conversations discrètes et du cliquetis occasionnel de glaçons et de gobelets en plastique. J'ai essayé de me perdre dans ce bruit blanc, mais la présence d'Aurélie pesait sur moi comme un fardeau que je ne pouvais pas déplacer. Des souvenirs ont rampé hors des recoins de mon esprit. La façon dont elle me souriait en face lors de ces dîners a emporté bon marché. Les conversations tardives sur des rêves que nous n'avions même pas encore nommés. Les promesses que nous avions murmurées et qu'aucun de nous deux n'avait tenues. J'avais cru chaque mot. Elle avait cru en la prochaine meilleure opportunité. Peut-être avais-je toujours su qu'une partie de moi était enfouie sous l'espoir et la fierté. J'ai fermé les yeux et laissé le grondement des moteurs emplir le silence entre nous. Mais ça n'a pas duré. La voix du commandant de bord a crépité dans les haut-parleurs. Calme, mais urgente. Mesdames et messieurs, si un pilote qualifié se trouve à bord, veuillez immédiatement vous faire connaître auprès du personnel de bord. Mon cœur s'est arrêté. Les mots semblaient suspendus dans l'air, lourds et impossibles. J'ai ouvert les yeux. Le sourire narquois d'Aurélie avait disparu, remplacé par quelque chose de brut, d'incertain, peut-être même de la peur. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle s'est tournée vers moi, les yeux grands ouverts. « Ils ont dit pilote ?» a-t-elle demandé, sa voix soudain petite, sa bravade s'effondrant comme une masse trop lourde à porter. L'hôtesse de l'air est apparue dans l'allée, parcourant les passagers du regard. Son regard s'est posé sur moi avec une sorte de désespoir que je n'avais pas vu depuis mes années dans l'armée de l'air. « Monsieur, » a-t-elle dit, la voix tremblante, « êtes-vous bien Jean Rivière ?» Pendant un instant, le monde a semblé se dérouler au ralenti. La main d'Aurélie s'est tendue, agrippant mon bras comme si j'étais la seule chose solide qui restait. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau. « Toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle exigé, la voix brisée. Je me suis levé lentement, mon esprit se remettant déjà en marche. Les années d'entraînement se sont réveillées comme une mémoire musculaire. Je pouvais voir la porte du cockpit à l'avant de l'avion, fermée mais non verrouillée. Je savais ce qui m'attendait de l'autre côté. La peur, la panique, peut-être pire. Je me suis tourné vers elle, mon visage calme, ma voix posée. Juste un vieux rêve qui se réalise, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais j'étais déjà en mouvement. L'allée s'étirait devant moi comme une piste de décollage. Les autres passagers se sont floutés en ombre. Les parois de l'avion semblaient respirer, pleines de possibilités que je n'avais pas ressenties depuis des années. Chaque pas ressemblait à une réhabilitation, un rappel de qui j'avais été et de qui j'étais toujours. Un pilote, un survivant, quelqu'un qui n'avait pas besoin de son approbation ou de ses insultes pour connaître sa valeur. En arrivant à l'avant de l'avion, l'hôtesse de l'air s'est écartée, les yeux remplis d'espoir. La porte du cockpit se dressait devant moi, un défi et une invitation. J'ai empoigné la poignée, m'arrêtant juste une seconde pour me stabiliser. Derrière moi, la voix d'Aurélie s'est élevée de nouveau, tremblante maintenant, dépourvue de sa cruauté. « Jean !» a-t-elle appelé, mais je ne me suis pas retourné. Certains moments sont trop importants pour les gâcher avec le passé. J'ai poussé la porte et suis entré, prêt à voler. La porte du cockpit s'est refermée derrière moi avec un clic discret, mais le bruit dans ma tête était assourdissant. Des années d'entraînement, les simulations répétitives, le poids de chaque examen, chaque évaluation, chaque scénario sous haute pression, tout ça remontait à la surface comme une vague gigantesque. Mon cœur s'emballait, mais mes mains étaient fermes. J'ai pris une inspiration, me concentrant sur les rangées d'interrupteurs, les lumières clignotantes, le manche qui semblait être une extension de mes bras. C'était mon espace, mon domaine. Même si j'avais été contraint d'échanger un uniforme contre une vie plus simple, je n'avais jamais vraiment renoncé au ciel. Le commandant de bord était affalé contre son siège, le visage pâle et couvert de sueur. Une hôtesse de l'air planait à proximité, son visage un mélange de peur et d'espoir, ses mains tremblant alors qu'elle tenait une petite trousse médicale manifestement insuffisante. J'ai jeté un coup d'œil au copilote. Même chose. Des masques à oxygène pendaient, inutiles, et je sentais l'odeur forte de l'antiseptique et l'odeur métallique de la panique dans l'air. J'ai fait un signe de tête à l'hôtesse. « Je m'en occupe », ai-je dit d'une voix ferme. Elle a hésité, puis m'a lancé un regard reconnaissant et s'est éclipsée hors du cockpit, refermant la porte derrière elle. Je me suis glissé dans le siège du commandant, le cuir frais et familier sous mes paumes. Chaque centimètre du panneau devant moi était un langage que je parlais couramment, même après toutes ces années. Mes yeux ont scanné les instruments. Altitude stable, niveau de carburant correct, pilote automatique en marche, mais en attente de mains qui savaient quoi faire. J'ai ajusté le casque, le crépitement de la radio, un son bienvenu. « M'aidez, m'aidez !» ai-je commencé, ma voix posée même si mon pouce emballait. Ici le vol 482.
Pilote hors service. Pilote qualifié aux commandes, demandant des instructions immédiates. Un silence a suivi. Puis, la voix calme et précise d'un contrôleur aérien a empli mes oreilles. Vol 482, bien reçu. Indiquez votre expérience et votre cap actuel. J'ai relayé rapidement les détails. Mon passé dans l'armée de l'air, les certifications qui n'avaient pas expiré, les milliers d'heures qui avaient fait de moi, d'une recrue inexpérimentée, un pilote au nerf d'acier. J'ai jeté un coup d'œil dans le reflet de la vitre du cockpit et me suis aperçu. L'homme qui me regardait n'était pas le cancre qu'Aurélie aimait en rabaisser. C'était de nouveau le commandant Rivière, quelqu'un qui avait affronté des tirs réels et qui en était sorti vivant, quelqu'un qui savait ce que signifiait d'avoir des vies entre ses mains et qui n'avait jamais bronché. L'avion a légèrement viré alors que j'ajustais le cap. Une secousse de turbulence a fait vibrer la cabine, et j'ai presque pu sentir la respiration coupée des passagers derrière moi. Mes mains ont bougé automatiquement, lissant le manche, apportant des corrections minimes, stabilisant l'appareil comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Vol 482 a repris la voix du contrôleur, calme mais urgente. Nous vous dirigeons vers Mohi. Pouvez-vous maintenir le cap 270 et descendre à 10 000 pieds? Affirmatif, ai-je répondu, descente à 10 000 pieds. Ma voix était calme, stable, un contraste frappant avec le nœud serré dans ma poitrine qui ne se relâcherait pas tant que ses roues n'auraient pas embrassé le sol. Chaque seconde dans ce cockpit semblait durer une éternité. Le ronronnement des moteurs, le rythme des instruments, les ombres mouvantes des nuages à l'extérieur. C'était une symphonie qui m'avait manqué, un rappel de qui j'avais été avant que la vie ne me fasse dévier de ma trajectoire. Je me suis souvenu de mon instructeur à l'armée de l'air, un homme nerveux à la voix rauque et aux yeux d'acier. « Voler, c'est une danse », disait-il. « Il ne faut pas combattre l'avion, il faut le guider. Il faut qu'il te fasse confiance. » Je me le suis murmuré à moi-même maintenant, un mantra qui a calmé l'adrénaline dans mes veines. « Guide-le », ai-je dit doucement, mes doigts dansant sur les commandes. « Fais qu'il te fasse confiance. » L'interphone a grésillé et j'ai appuyé sur le bouton. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord par intérim, Jean Rivière. Nous avons une urgence médicale dans le cockpit. Je suis un pilote qualifié et je suis aux commandes de l'appareil. Nous sommes en route pour Mohi. Veuillez rester calme et suivre les instructions du personnel de bord. » J'ai relâché le bouton et expiré, espérant que ma voix avait véhiculé suffisamment d'autorité pour apaiser la panique qui, je le savais, se répandait dans la cabine comme un courant électrique. Un mouvement a attiré mon attention. Aurélie. Elle se tenait à la porte du cockpit, le visage pâle, les yeux grands ouverts. Elle ressemblait à un enfant perdu dans une tempête. Pour la première fois depuis notre divorce, son expression était dépourvue de cette confiance invincible. Elle n'a pas parlé. Elle s'est contentée de me fixer du regard, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle avait oublié comment fonctionnaient les mots. J'ai soutenu son regard, sans ciller. « Tout va bien », ai-je murmuré, ma voix trop basse pour que le casque la capte. Elle a cligné des yeux, ses yeux brillants comme si elle allait pleurer. Puis, elle a hoché la tête, un petit mouvement tremblant, et a disparu à nouveau dans la cabine. Pendant un instant, je me suis laissé aller à me rappeler les nuits que nous avions passées à étudier ensemble les manuels de vol, allongés sur le sol du salon. Sa tête sur mon épaule pendant que je traçais les schémas au crayon, lui expliquant des choses qui ne l'avaient jamais intéressé. La façon dont elle m'avait embrassé avant mon premier vol en solo, en me murmurant « Montre-leur qui tu es ». Je l'avais fait. Et à un moment donné, elle avait cessé de se soucier de savoir qui c'était. J'ai ressenti une pointe de tristesse, mais elle a été rapidement remplacée par de la concentration. Des vies dépendaient de moi maintenant. La sienne y compris. L'ironie ne m'échappait pas. J'ai ajusté les volets, vérifié l'altimètre et écouté le bavardage rythmé de la tour qui me guidait. Mes mains travaillaient automatiquement, une chorégraphie exercée qui me rapprochait de la côte de Mohi à chaque seconde qui passait. La voix du contrôleur était stable. Vol 482, vous êtes autorisé à l'approche. Vent de 12 nœuds venant de l'est. Piste 8 dégagée. Bien reçu, ai-je répondu, d'une voix forte. Autorisé à l'approche. J'ai guidé l'avion plus bas, l'océan étincelant comme du verre sous les ailes. Je pouvais presque sentir l'air salin, ressentir l'humidité qui m'enveloppait comme une étreinte. La piste est apparue, un ruban argenté de sécurité après le plus long vol de ma vie. Mes mains étaient fermes sur le manche. J'ai senti l'avion répondre à mon toucher, obéissant et sûr. Au moment où les roues ont touché le sol avec un bruit sourd satisfaisant, j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Des applaudissements ont éclaté derrière moi, un son qui ressemblait à une marée chaude qui déferlait sur mon cœur meurtri.
Je me suis tourné vers le reflet dans la vitre du cockpit et j'ai laissé le plus petit sourire effleurer mes lèvres. Je n'étais pas un cancre. J'étais le commandant Rivière, et je venais de ramener 200 âmes à la maison en toute sécurité. La porte de la cabine s'est ouverte. L'hôtesse de l'air, les larmes aux joues, a tendu la main vers moi. « Merci », a-t-elle murmuré. Je me suis contenté d'acquiescer, l'adrénaline s'estompant, me laissant vider, mais vivant. Je me suis levé, j'ai redressé ma chemise et je suis retourné dans la cabine. Les passagers me regardaient comme si j'avais fait pousser des ailes. Mais c'est le visage d'Aurélie que j'ai vu. Elle était assise sur son siège, les yeux rouges, les mains tremblantes. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je me suis contenté de secouer la tête. Aucun mot n'était nécessaire. J'avais déjà tout dit, dans le ciel. La porte du cockpit s'est refermée derrière moi avec un clic discret, mais le silence était tout sauf réconfortant. L'air était tendu, électrique, comme si les parois elles-mêmes retenaient leur souffle. Je me suis glissé dans le siège du commandant de bord, sentant la texture familière des commandes sous mes doigts, comme un vieil ami que je n'avais pas vu depuis trop longtemps. Le siège du copilote était vide maintenant, les ambulanciers l'ayant emmené dans la cuisine, où les hôtesses de l'air faisaient de leur mieux avec de l'oxygène et des défibrillateurs. Mes mains ont bougé automatiquement, une mémoire musculaire de mes années dans l'armée de l'air. Actionnant les interrupteurs, vérifiant les instruments. L'altimètre stable, les réservoirs de carburant équilibrés, le pilote automatique engagé, mais lâche. Aucune main humaine sur le manche depuis au moins 10 minutes. Mes doigts ont agrippé la manette des gaz, et pendant un instant, j'ai fermé les yeux et laissé le ronronnement des moteurs calmer le martèlement dans ma poitrine. C'était mon moment. Celui que j'avais fui toutes ces années, quand un accident d'entraînement m'avait cloué au sol, me laissant fixer une décharge médicale qui avait ressemblé à une condamnation à mort. Mais même alors, même en essayant de construire une nouvelle vie loin des nuages, le ciel ne m'avait jamais vraiment lâché. Je me surprenais à regarder les traînées de condensation, mes mains tressaillant comme si elles pouvaient sentir le manche dans leur emprise, le vent dans mes cheveux. Et maintenant, à 10 000 mètres au-dessus du Pacifique, le destin me donnait une autre chance. Je n'allais pas la gâcher. Tour de contrôle, ici le vol 482, ai-je dit dans le casque, ma voix calme malgré l'adrénaline qui envahissait mes veines. Nous avons une urgence médicale dans le cockpit. Je suis un pilote qualifié, entraîné par l'armée de l'air, avec des heures de vol commercial enregistrées, demandant des vecteurs immédiats pour l'approche. Il y a eu un temps de silence, la seconde la plus longue de ma vie, puis la voix de la tour est revenue, stable et calme, comme un vieil ami. Vol 482, nous vous recevons, confirmons le type d'appareil et l'expérience. Nous allons vous vectoriser pour un atterrissage prioritaire à l'aéroport international de Mohi. J'ai énuméré mes qualifications, encore une fois la mémoire musculaire, les mots sortant dans l'ordre dans lequel ils m'avaient été inculqués il y a si longtemps. Le contrôleur de la tour a fait une pause, puis est revenu. Compris. Vol 482, vous êtes autorisé à descendre à 10 000 pieds. Réduisez votre vitesse à 240 nœuds et préparez-vous à l'approche. Bien reçu, ai-je répondu, mes mains se dirigeant vers le manche, le poussant doucement vers l'avant alors que l'altimètre commençait sa descente lente et régulière. Les moteurs ont grondé, le nez s'est incliné et l'horizon s'est penché juste assez pour me rappeler la confiance que ses passagers plaçaient dans un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré. J'ai laissé ce poids se poser sur mes épaules, de la même manière que je l'avais fait pendant l'entraînement. À l'époque où chaque vol ressemblait à un examen que je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Sauf que ce n'était pas un entraînement. C'était réel. Et la vie de 200 âmes dépendait de moi pour que je réussisse. Un mouvement dans la cabine a attiré mon attention. À travers la petite fenêtre de la porte du cockpit, j'ai vu le visage d'Aurélie, lèvres pâles, serrées, yeux grands ouverts, remplis d'une peur que je ne lui avais jamais vue. On aurait dit qu'elle voulait défoncer cette porte pour me poser 1 million de questions, pour me rappeler chaque échec qu'elle avait catalogué pendant notre mariage. Mais elle est restée là, et pour ça, j'étais reconnaissant. Je n'avais pas de place pour ces jeux, maintenant. Les nuages à l'extérieur ont dérivé, en douces couches grises, un compagnon constant pendant les longues minutes silencieuses qui ont suivi. J'ai gardé mes mains stables, mes yeux passant des instruments à l'horizon, d'avant en arrière, dans un rythme aussi familier que la respiration. Je me suis souvenu de mon instructeur, un vieux commandant nerveux à la voix rauque, me disant un jour « La clé du vol, Rivière, c'est de respecter le ciel. Ne le combats pas. Danse avec lui. » J'ai souri à ce souvenir, une torsion amère de mes lèvres qui a presque fait mal. Danse avec lui. Je pouvais faire ça. Vol 482, viré à gauche, cap 250, a appelé la tour. J'ai accusé réception, tournant le manche avec des mains douces et entraînées. L'avion s'est incliné gracieusement, les nuages se déplaçant à l'extérieur comme des vagues au ralenti.
Le cockpit me semblait être un sanctuaire. Maintenant, un endroit où le bruit de mon mariage raté, de ma fierté blessée, de mes années à faire des boulots qui ne me correspondaient pas, rien de tout ça ne comptait. Ici, j'étais l'homme aux commandes. L'homme qui s'était entraîné pour ce moment. L'homme qui, malgré tout, n'avait jamais cessé d'être un pilote. La liste de contrôle de l'approche a défilé dans mon esprit. Volet, train d'atterrissage, aérofrein. Mes mains ont bougé avec une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si le cockpit avait toujours attendu que je revienne. La voix de la tour est revenue, plus douce maintenant, un ton que j'avais reconnu lors des pires nuits de mon entraînement. La voix qui savait qu'elle parlait peut-être à quelqu'un pour la dernière fois. Vol 482, tour de contrôle de Mohi, vent calme, la piste 2 est dégagée. Vous êtes autorisé à atterrir. J'ai fermé les yeux une fraction de seconde et j'ai expiré. Bien reçu, tour de contrôle de Mohi, le vol 482 est autorisé à atterrir. Ramenons-le à la maison. J'ai poussé doucement le manche, l'avion répondant avec la grâce d'un pur sang bien dressé. La piste est apparue à travers une trouée dans les nuages, une mince ligne grise qui s'étirait comme une promesse. Mon cœur a battu une fois, 2 fois, puis s'est calmé. J'avais déjà fait ça, à l'entraînement, dans des simulations de combat, même dans des cauchemars, mais jamais comme ça. Jamais avec autant en jeu. Les roues ont embrassé le tarmac, l'avion a vibré au moment où la poussée inverse s'est mise en marche. Les freins se sont engagés, les moteurs se sont tus, et l'avion a ralenti, roulant jusqu'à un arrêt lent et régulier. J'ai laissé reposer mes mains sur le manche, l'adrénaline s'écoulant de moi comme une marée. Mes yeux ont trouvé le reflet dans la vitre du cockpit, l'homme qui me regardait avec des yeux fatigués, mais un sourire calme. Commandant Rivière, le cancre, qui n'a jamais vraiment quitté le ciel. Je pouvais presque entendre les applaudissements de la cabine, mais je n'en avais pas besoin. J'avais fait ce que je devais faire. Derrière moi, la porte du cockpit s'est entrebâillée. Une hôtesse de l'air, les larmes coulant sur son visage, a tendu la main vers moi. « Merci », a-t-elle murmuré, la voix brisée. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Dehors, la piste s'étendait sous le soleil radieux d'Hawaï, les nuages dérivant au-dessus comme de vieux amis. J'avais volé de nouveau. Non pas parce que je devais, mais parce que j'étais né pour ça. Les roues ont embrassé le tarmac avec un tremblement qui a fait vibrer les coffres à bagages et a envoyé une vague de soupirs dans la cabine, mais j'ai à peine remarqué. Mes mains étaient stables sur le manche, guidant l'avion avec une précision consommée. La piste a défilé sous nous, des lignes blanches et noires clignotant comme un souvenir dont je ne m'étais pas séparé. Les moteurs ont grondé avant de se couper, les freins se sont engagés et le nez a plongé doucement alors que l'avion ralentissait, roulant jusqu'à un arrêt lent et délibéré. Pendant une fraction de seconde, le silence à l'intérieur du cockpit a résonné comme une pause entre 2 chapis.